crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, une émission spéciale sur les vagues d'attaques sur des politiques occidentaux. Eh bien, bonjour Flavie, Bonjour, comment vas-tu? Flavie. Est-ce que tu es prêt pour cette immense émission sur les événements historiques qui se déroulent devant nos yeux? Moi, personnellement, j'ai pris congé, je n'ose plus sortir de chez moi, j'ai peur. Je sens que la mort est à chaque tournant. Et moi, j'ai pas le même mouvement de tête que Trump. Alors, je sais pas comment toi tu le vis, mais je souffre. Ouais, c'est fascinant comme la vie tient à pas grand-chose, paraît-il justement, comme il a tendance toujours à tourner la tête vers la droite. Et en fait, dit-il, à ce moment-là, où il a tourné la tête, il regardait sur un écran les résultats des Border Patrol, je crois ce qu'on appelle les patrouilles de frontières, et les bons résultats, selon lui, des frontières, des patrouilles de frontières. Et c'est ce geste, c'est le fait qu'à ce moment-là, le résultat des patrouilles frontières était affiché, qui fait qu'il a tourné la tête pour le regarder. Donc il dit qu'il a été sauvé par son intérêt pour la cause migratoire. Quelque part, il a été sauvé par les migrants. Voilà, c'est beau. C'est soit Dieu, soit les migrants. De toute façon, aujourd'hui, les deux sont sacralisés, on ne sait plus trop quoi penser. Alors Flavie, moi j'ai une perspective à te proposer en fait. Je trouve on commence la décennie assez fort, même si on est un peu presque à la moitié de la décennie. Et peut-être faire un petit tour d'abord à l'international avec les différents acteurs politiques, en tout cas les plus notables, qui ont été touchés par des attaques en fait. Si ça te Ces convient. dernières années, tu veux dire. Là, on monte jusqu'à quand, je sais pas. Moi j'avais envie de monter jusqu'à Shinzo Abe, Mm-hmm. le 8 juillet 2022. Je sais pas si tu as suivi cette affaire. Ouais. J'ai suivi ce qu'on a pu en suivre, c'est-à-dire on a quand même au bout du compte pas beaucoup d'informations, toujours. Shinzo Abe, alors on nous a dit que le tueur était un jeune homme qui en voulait à la secte Moon pour des raisons familiales et qu'il aurait tué Shinzo Abe en raison de ses relations avec cette secte Moon. Bon. Voilà. Après, j'avais entendu des foules conspires à dire qu'il ne plaisait pas parce qu'il était anti-vax. Ça, c'est évidemment la voilà. Donc, les vraies raisons de cet assassinat, est-ce que c'est un tueur solitaire? Bon, après, a priori, on est resté sur cette version qui est un peu... Alors, il faut savoir que Shinzo Abe, je pense, à l'époque de son assassinat, n'était plus... était à la retraite, je crois, n'était plus en activité. Je crois qu'il était... Moi, je pense qu'il l'était. Bon, on n'a pas vérifié l'information. En tout cas, c'était un personnage relativement respecté au Japon qui avait inventé les Abenomics, qui était le premier quantitative, ce qui a vraiment chamboulé, qui a été après répliqué dans l'Occident. Parce que quoi qu'on en pense géopolitiquement, on peut quand même placer le Japon dans l'Occident, en fait. Moi, je sais pas trop. Entre le détraqué complet et le full conspi, moi, j'aurais tendance à me dire que le mec était un peu fou et que tout simplement, il a attaqué. Et les fous, ça existe, hein, et il faut quand même pas aller chercher trop loin à chaque fois. Oui, les fous, ça existe. Je pense que l'assassinat de Reagan, par exemple, dont on va parler aussi, c'était... Il n'a pas été assassiné. Enfin, excusez-moi. Oui, mais ça, c'est dans la partie 2. C'est quand on va essayer de faire un listing. Il faudra d'abord parler à l'international, assez simplement des attaques récentes sur des personnalités politiques, et puis on ira discuter plus spécifiquement de l'histoire américaine, qui est assez riche, en fait, en attaques... Et donc voilà, donc on a Shinzo Abe en 2022 qui amorce entre guillemets le bal. Il y a d'autres attaques précédentes, mais il fallait bien commencer quelque part. En 2023, il y a Alejandro de Vidal y Cuartas, ancien président du Parti populaire de Catalogne, qui a pris une balle dans la tête quand même, donc a survécu, mais qui a engendré quand même du remous en Espagne. Là, on voit quand même que l'Occident s'entre un petit peu en ébullition. En tout cas, ça donne une drôle d'image de la politique occidentale. Du remous parce qu'il est fondateur du parti Vox d'extrême droite espagnol. Donc, a priori, voilà, on pouvait imaginer que c'était lié à ça.
Mais lui déclare qu'il s'est fait assassiner en raison de son soutien à la résistance iranienne. Donc, lui dit que ce sont les mollahs qui ont tenté de l'assassiner. C'est difficile à dire. En tout cas, il est assez normal qu'un politicien instrumentalise ce qui lui arrive, qu'il en ait fait un coup diplomatique. Pourquoi pas? Je ne sais pas très bien. C'est difficile à dire, c'est possible, très honnêtement. En parlant de Mollah, une autre personnalité qui se fait souvent attaquer, qui suivra de quelques mois l'attaque de l'Espagnol, c'est Imran Khan, blessé à la jambe au Pakistan. Et il aura un historique, hein, c'est pas sa première attaque ni apparemment sa dernière. Il fait des tribulations entre la prison et la gloire politique. On voit quand même que la personne aussi... Bon, malheureusement, on a une conception peut-être du Pakistan plus tourmentée. Et en ça, peut-être qu'il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Enfin, rien d'étonnant. Alors, disons qu'Imran Khan, c'est comme une figure du Pakistan assez occidentalisé, je dirais. Hein. Il est plus très jeune, c'était un bel homme. Il a été marié à Jemina Goldsmith, qui est une héritière Goldsmith britannique, hein, qui a formé un très très beau couple dans les années 90, très médiatique, médiatique gala, ce que vous voulez. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être aussi pour ça que dans un Pakistan confessionnellement assez radical, peut-être il a eu quelques problèmes aussi à se maintenir au pouvoir. C'est peut-être à mettre en parallèle avec la dernière élection en Iran qui a mis un pro-occidental. Bon. C'est difficile à dire dans ces pays-là, il faudra inviter un expert. Si vous êtes expert et vous entendez ces vidéos, vous êtes le bienvenu. Bon, on viendra vous chercher de toute façon à un moment ou à un autre. Le contexte du monde musulman est peut-être assez difficile à comprendre. Alors, il a été renversé aussi, donc, je crois, récemment, au Pakistan, mais les États-Unis ont soutenu, il y a une présence américaine au Pakistan importante, soutenu l'armée pakistanaise pour favoriser sa chute. Hein. Donc bon, on n'a pas le temps de creuser l'affaire Imran Khan, mais c'est un sujet assez intéressant. En tout cas, les Américains ont un historique d'attaque des régimes de par le monde extrêmement épaisse. Ça va faire des milliers de pages. Ils ont une tradition de déstabilisation ou simplement de state building ou de détrônement des gens qui leur déplaisent. C'est amusant dans le listing qu'on fait ou qu'on va faire, on peut s'imaginer tout et son contraire, c'est très difficile à dire. Et même ceux qui savent ne se prononceront probablement pas en public, de toute façon. Notre deuxième candidat suivant, lui, comme Shinzo est décédé, Fernando Villavicencio, le 9 août 2023, candidat à la présidentielle équatorienne, qui lui s'est fait abattre, tout simplement. Bon, on a une vision de l'Amérique du Sud aussi comme plus troublée. On pense... je crois que l'année, c'est pas une conspiration, dans les 3 à 4 mois où Chavez est mort, 4 dirigeants équatoriens, ou 3, sont morts aussi dans la même période, tous d'un cancer. Bon, là, les conspirations s'en donnent à cœur joie. Très difficile à dire de nouveau, c'est des sujets très épineux, mais on voit quand même que l'Amérique du Sud est toujours devant de nombreux troubles. Peut-être un cas qui va plus t'intéresser, qui va nous rapprocher de la temporalité, c'est le cas de Roberto Fico, que tu as plus creusé, si je me souviens bien, Flavie, le 15 mai 2024. Alors, il est assassiné par un homme qui est assez âgé, hein, qui a 72 ans. Il est attaqué, il n'est pas mort. Oui, pardon. À chaque fois, je les tue. Tu les vois morts. C'est grave. Très particulier. Et donc, oui, donc c'est aussi un homme dont on ne connaît pas grand-chose. Il s'en est miraculeusement sorti. Hein. D'ailleurs, on le voit, il a fait une interview télévisée, je pense, dans les 3 semaines qui ont suivi. C'était assez impressionnant. Après, non, je creuse. C'est difficile à creuser. C'est vrai qu'on a lu que la femme de cette personne qui a tenté de l'assassiner était a priori d'origine ukrainienne. Donc, il y avait une sorte de piste ukrainienne là-dessus, éventuellement à creuser, mais évidemment, tout ça est parti un peu en écran de fumée. Enfin, en écran de fumée, c'est pas un écran de fumée, c'est une mauvaise analogie, mais en tout cas, en grand flou, et que depuis, on ne parle plus de grand-chose.
on parle plus tellement des raisons de cette tentative d'assassinat. Est-ce que on doit mettre cette attaque dans le cadre de la guerre en Ukraine, par exemple? C'est la question dont on s'est posé. Qu'est-ce que toi t'en penses, que tu as pu se creuser? Écoute, c'est toujours pareil. C'est vrai que c'est un peu troublant, l'épouse d'origine ukrainienne. Après, c'est compliqué. A priori, de toute façon, cet homme est quand même plutôt un nationaliste et plutôt, je dirais, contre certaines dérives de l'Union européenne. Il est plutôt résistant à certaines, certains éléments qui sont imposés par l'Union européenne, donc il ne se coule pas dans le moule. Donc, c'est tout ce que je peux faire remarquer. Après, on fait confiance aux spectateurs, on invite chacun à la critique. Moi, je ne fais aucune religion. Je sais qu'on a tendance à voir des fils rouges un peu trop facilement. Ici, je ne sais pas ce qu'il en est. Bon, voilà, on a plus ou moins tapissé les attaques récentes. En réalité, on visait plutôt une période pacifique. J'ai regardé les époques passées et en cela... tu peux couper le son? Merci. En cela, il n'y a pas de spécificité. Je crois même qu'on est plutôt... On sort peut-être d'une période plus calme pour rentrer dans une période plus complexe. Par contre, en parlant de tourments et de tempêtes, il faut quand même admettre que l'histoire américaine est autrement plus riche en tentatives d'assassinat ou en assassinat. Je vais si tu me le permets, Flavie, je vais d'abord vous faire ceux qui ont succombé. Et puis, comme on est dans l'espoir, comme on est des gens de bien, on va parler de ceux qui ont survécu. Alors, le plus connu, peut-être, c'est Abraham Lincoln en 1865, qui se fait tuer dans sa loge une pièce de théâtre, suivi à 20 ans d'écart, à peu près 20 ans plus tard, en 1881, par James Garfield, qui perd la vie dans une gare de Washington, suivi, parce que la liste est un petit peu exhaustive, par William McKinley, qui s'est fait tirer dessus par un anarchiste. Là, je te parle de président américain, donc c'est pas anodin. Suivi de John Fitzgerald Kennedy, vraiment le roman bas de gamme de l'histoire américaine. Bas de gamme. Oui, moi je trouve ça nul. Fitzgerald Kennedy, mort en 63, avec Jackie. Jackie est vivante, hein, mais on se souvient toute l'iconographie fantasmée de Kennedy, le bel homme. Suivi de son frère, Robert Kennedy. Bon, lui, il n'était pas président, mais il était candidat, qui mourra en 68. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont morts, donc. Assez tristement, on paie à leur âme. Et suivi de ceux qui ont survécu. Roosevelt s'est fait attaquer, étonnamment. Gerald Ford en 75 aussi, se fait attaquer aussi assez gravement. Ronald Reagan en 80 est grièvement blessé par balle. George Wallace, dans les années 80, subit une tentative d'assassinat alors qu'il est démocrate aux élections présidentielles. Et puis, épiphanie, on voit les mythes se dérouler sous nos yeux et se construire. Donald Trump. Je note quand même que la presse de gauche américaine, je ne sais plus si c'est dans le Washington Post ou dans le New York Times, a commencé par dire qu'un éclat de pupitre aurait pu lui blesser l'oreille. Et là, on est dans la quinzaine, assez impressionnante. D'ailleurs, je m'épate de voir à quel point la dignité a pris des vacances aux États-Unis, mais le déversement de haine et de folie médiatique aux États-Unis est absolument paroxysmique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu veux dire un déversement de haine contre qui? Contre Trump. En disant, dommage qu'il est mort. Dommage qu'il n'est pas mort. Ça, je n'ai pas entendu ça. Moi, je l'ai beaucoup vu de politiciens et de journalistes. Ah bon ils osent. Non, moi, j'ai plutôt vu une récupération du genre. Il aurait pu appeler à plus de calme. Vraiment, tout ce qui est lié à Trump est lié à la violence. Quelque part, il génère lui-même la violence qui le frappe. Enfin, ce genre de truc un peu tordu, je l'ai entendu. Mais j'ai moins vu ça, ce dont tu parles. Par contre, on avait écouté, comment s'appelle-t-il, Laurent Ruquier, qui il y a quelques années souhaitait son assassinat, parce que c'était un gros con blanc, un truc comme ça. Misogyne, voilà.
Mais non, je trouve plutôt que les médias n'en parlent pas beaucoup, en fait. Hein. Ils en font un peu un non-événement. Aux États-Unis, ils en parlent. Oui, mais là, je parle des médias occidentaux ou européens. C'est un peu un non-événement. C'est plutôt ça. Puisqu'il ne s'agit surtout pas que pour ces médias-là d'en faire un héros, de montrer à quel point il est résistant physiquement, ce visage en sang, mais le poing levé comme ça, c'est une image assez forte, et qui, face à la sénilité de Biden, évidemment, est un peu, en termes d'image comme ça, contraste un peu saisissant. Quelqu'un qui vient de subir une tentative d'assassinat et qui est encore dans une vitalité, une force, alors que l'autre, dans des fauteuils confortables et moelleux, quelquefois avance des phrases qui sont totalement incompréhensibles. Alors, je pense qu'il ne faut pas passer vite là-dessus. Ça me paraît quand même assez important. Moi, j'ai été personnellement extrêmement impressionné, même si je déteste Trump parce que c'est un méchant de droite et que je suis très, très à gauche et que j'exècre le personnage. Personnellement, une balle aurait sifflé près de mon oreille à quelques centimètres d'éteindre mon existence. Je ne me serais pas relevé le poing levé, mais j'aurais couru vers la voiture pour me retrouver face à moi-même et pour essayer de comprendre ce qui vient de m'arriver. Non seulement le personnage on ne sait pas si c'est de la folie ou du courage, je n'arrive plus à distinguer les deux dans son cas. Le jour même, il fanfaronne et il a le poing levé, et le lendemain, il est au golf et la vie continue. Il est d'une joie. Non, mais surtout, ne décalons pas mon programme de campagne. Tout va bien, mais je ne vois pas le problème. Tu dis, mais le personnage que c'est absolument incroyable. Quoi. Il n'est pas tout jeune. Hein. Il a 80 ans, je crois, c'est ça? Pas loin. Enfin, il a à peu près le même âge que Biden, de toute façon, à 2-3 ans d'écart. Mais c'est absolument incroyable. 78 ans. Le personnage est d'une vitalité, mais ça confine. Moi, je le crois fou. Se prendre une balle dans la tête, quand même, c'est pas anodin. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. Les gens vont plus chercher leur pain que des balles. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant, très étonnant. Oui. Mais en fait, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que malheureusement, on s'habitue un petit peu à tout. En fait, ce sont quand même des événements. Après, évidemment, il n'est pas mort, hein, mais c'est vrai qu'il y a une telle violence endémique, même, je dirais, qui n'est pas forcément actée, mais qui est comme ça dans l'air, que ce que je trouve dangereux, moi, c'est qu'on est en train de s'habituer à ce genre d'événements. Il faut absolument faire l'analogie avec Theodore Roosevelt, qui effectivement, après s'être pris une balle, a continué son discours. Bon, je crois quand même que dans l'imaginaire américain, c'est des choses qui ne sont pas anodines. Une grande partie de la presse le dit, bon, c'est fini, c'est plié, on peut ranger les tentes, on peut économiser de l'argent sur la campagne. Tous les peuples du monde, mais particulièrement le peuple américain, sera sensible à ce courage physique, je crois. Alors, c'est vrai qu'on peut rajouter aussi qu'une bonne partie de la presse de centre-gauche ou de gauche américaine a tenté de camoufler que c'est un attentat, ce qui est toujours un peu ridicule, parce que parler aussi vite quand on ne sait rien et de prétendre que c'est éventuellement le pupitre en plastique, ou enfin le prompteur pupitre de Trump qui aurait éclaté, et que c'était donc pas un attentat. On gagne quelques heures, mais voilà. C'est comme aussi malheureusement chez nous, quelqu'un que nous respectons, mais qui a un petit peu fait une erreur aussi de communication trop rapide, Georges Kuzmanovic, qui a tweeté très rapidement que c'était à mot couvert, mais qu'on ne savait pas que ça pouvait être un attentat organisé par les républicains pour faire de Trump un héros. C'est pas très bien passé non plus. Moi, je suis toujours assez étonnée de ces personnalités médiatiques qui réagissent au quart de tour au moment où c'est toujours extrêmement dangereux, en fait, de faire ça pour sa crédibilité. Oui, mais Flavie, on est dans l'ère du buzz, on est dans l'ère d'avoir une grande partie de nos personnalités qui vivent sur Twitter et qui ont l'impression que le seul renflement de leur être, et pas le renflement brun, c'est un tweet liké. C'est une allusion au roman de Bruno Le Maire pour nos auditeurs, je préfère préciser. On va laisser Bru tranquille. Moi, je trouve cette hypothèse, rentrons 2 secondes dans l'hypothèse, je la trouve absolument absurde. Je dois admettre que
si tu... Laquelle hypothèse? L'hypothèse que ce serait un inside job du camp de Trump. Premièrement, même si j'imagine qu'il a du soutien au sein des services secrets, j'ai plutôt tendance à croire qu'il a l'establishment contre lui. Donc, il aurait eu du mal à convaincre déjà les snipers de laisser faire. On a vu effectivement un certain laisser faire. Les images sont assez claires. Je pense que ça a été admis par de nombreuses personnalités spécialistes, ou en tout cas commentateurs connus aux États-Unis, qu'on est étonné que le seul toit permettant un tir de précision n'ait pas été contrôlé par la police. Incompétence ou laisser faire, bon, on laissera les auditeurs juger, et puis il est beaucoup trop tôt. Une enquête sera, à mon avis, rondement menée, enfin, en tout cas, on l'espère. Donc, les services secrets alliés, je ne crois pas trop. Deuxièmement, très sérieusement, est-ce qu'un tireur qui devrait rater sa cible tirerait en pleine tête à quelques millimètres? Moi, je veux bien qu'on joue à la roulette russe ou à la roulette américaine. Je trouve ça complètement fou. Ça me paraît absurde. Troisièmement, la personne est morte. Bon, vous me direz, peut-être qu'on peut camoufler une mort. C'est un drôle de jeu. Moi, je ne vois pas un inside job. D'ailleurs, je ne vois pas non plus un commanditaire démocrate. Je sais que les démocrates américains sont particulièrement médiocres, mais il y a des limites à la médiocrité aussi, je crois. Non, mais en tout cas, un commanditaire républicain pour organiser un faux assassinat, enfin un assassinat qui aurait raté, hein, on est bien d'accord, c'était le but, c'est donc que ce soit un assassinat raté. Ça me semble impossible dans le sens où c'est passé au quart de millimètre et que c'est extrêmement dangereux dans sa finalité, donc on ne prend pas des risques pareils. Non, je suis d'accord. Après, pour les opposants Donald Trump, ça, je pense que malheureusement, ce sera comme la plupart des assassinats politiques, c'est qu'on ne le saura jamais. Je rappelle que Kennedy, bon, maintenant, il y a une thèse une thèse autour de la CIA responsable qui, bon, s'est petit à petit imposée, grâce notamment au film de Oliver Stone qui s'appelle Kennedy, je crois. Et du fameux rapport Warren, si je ne me trompe pas. Bon, voilà, il y en a encore beaucoup pour tenir, par contre, le discours aussi du tueur isolé. Mais par exemple, sur l'assassinat de Robert Kennedy, c'est quelqu'un qui s'appelait Shiran Shilan. Moi, j'ai longtemps cru qu'il était indien. On a très peu parlé de ce monsieur. En réalité, c'est un Palestinien chrétien dont on n'a absolument jamais compris les motivations. Alors, donc on pourrait peut-être, dans ces cas-là, aller vers la thèse aussi plutôt de l'assassinat commandité, puisque je crois qu'il ne s'est même pas exprimé sur ses motivations. Il est toujours en prison. Je ne sais pas s'il est décédé, je ne suis pas sûre. Mais voilà, 50 ans plus tard, on n'est pas plus avancé. Bon. Après, les techniques d'investigation ont fait des progrès et les situations politiques sont différentes. Mais c'est vrai, ce qui est très troublant, je crois que tu le notifiais tout à l'heure, c'est le fait que beaucoup de passants ont dit à la police qu'il y avait quelqu'un sur le toit, enfin, le service secret, enfin, je ne sais pas quel type de service exactement à qui ils ont parlé, et qu'il y a eu très très peu de réactions, en fait, visiblement. Oui, mais la négligence, en fait, il ne faut pas surestimer la différence entre un policier français et un policier américain, c'est que je crois que le premier, c'est lire, à peu près. Je crains quand même que la négligence soit tout à fait possible. On surestime, et quand on voit le mode de recrutement et la façon dont est géré l'Occident à toutes les strates administratives, constater la médiocrité est quand même quelque chose de banal, quoi, malheureusement. Moi, il y a un point qui m'étonne un peu plus, c'est la distance du tir. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, si oui, c'est avéré, c'est presque 400 mètres. Ça demande quand même de la compétence, je crois. Ça demande en tout cas de l'entraînement, oui, au tir. Après, alors justement, il y a eu aussi cette remarque comme quoi, si les armes n'étaient pas en vente libre aux États-Unis, le tueur n'aurait pas pu se procurer une arme, alors que ça fait très longtemps qu'on peut se procurer des armes aux États-Unis. Enfin, bon, je connais pas très bien ce sujet. Mais il y a 3 armes pour un Américain. Bon. Mais c'est vrai que c'est clairement quelqu'un qui s'est entraîné, qui a été entraîné. C'est pas un tueur du dimanche. Je pense pas que beaucoup de gens sachent faire un tir à 400 mètres qui passe aussi près d'une tronche, quoi, très honnêtement.
Bon, est-ce qu'il faut passer par l'armée? Est-ce qu'un entraînement du dimanche suffit? J'ai pas la réponse. C'est une question qu'il va falloir se poser. Ce serait intéressant d'entendre des spécialistes du tir sur la question. En tout cas, je pense que c'est intéressant. Je pense que j'invite tout le monde à se dire, assez simplement, on va avoir une mythologie qui va se créer. On va voir tout et n'importe quoi. Ça va être une époque intéressante. L'accélération se fout et se fait, et la cristallisation à des vitesses de plus en plus aberrantes. Ça va être assez fascinant à observer quand on voit l'imagerie, les mêmes, le discours qui se produit. Un discours qui prend plus que je n'aurais cru qu'il prenne, c'est Dieu, Dieu, l'intercession divine. Bon, ça nous ramène aux bonnes heures de Jeannette en France. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce ferment religieux et de cette mythologie qui commence déjà à se créer alors que c'était hier? Alors déjà, juste pour corriger, c'est pas 400 mètres a priori, c'est moins de 150 mètres. Ah, wow, okay, donc, ce que je lis sur Euronews, une distance à partir de laquelle un tireur d'élite digne de ce nom pourrait raisonnablement atteindre une cible de taille humaine. 150 mètres est la distance à laquelle les recrues de l'armée américaine doivent atteindre une silhouette de taille humaine pour se qualifier avec un M16. Parce qu'on est d'accord que toi et moi, on a vu hier la presse et qu'il y avait bien 400 hier. On parlait de 400 mètres, c'est pour ça qu'on dit ça, mais là, on vient de vérifier. Bon, il ne faut jamais parler trop vite, excusez-moi. Oui, la question sur le... Oui, Dieu, on est aux États-Unis, c'est plutôt aujourd'hui, maintenant, les chrétiens américains sont plutôt des évangéliques, je ne sais jamais si on dit évangéliste ou évangile, et que... voilà, c'était un discours qui s'est toujours entendu aux États-Unis. Est-ce que c'est encore plus fort maintenant, peut-être? Est-ce que... je ne me souviens pas qu'on ait parlé de Dieu lors de la tentative d'assassinat de Reagan, par exemple. Qui était sauvé par Dieu. Donc c'est vrai qu'il y a cette recrudescence de pratiques chrétiennes aux États-Unis, mais par les évangéliques. Donc c'est quand même... Bon. Moi j'ai souvenir de l'élection de Bush Junior, où l'électorat évangéliste, à 25% de l'électorat total, c'était les évangélistes qui votaient républicains et qui faisaient les élections. Si mes lectures sont bonnes, il y a un recul du religieux, mais ça n'enlève pas que l'Américain moyen reste assez sensible à ces questions. Il est moins déreligiosisé que nous, et la question de Dieu n'amène pas moquerie comme nous en Europe, je pense. Disons que de toute façon, Trump a derrière lui les évangéliques, donc il y a une bataille sur les termes, parce que les évangélistes, c'est quand même les auteurs des évangiles, donc a priori on dit évangélique, d'après ce que j'avais compris, mais bon, je vais peut-être me tromper. Qu'est-ce que je disais, donc, d'ailleurs? La religiosité, moi je pense qu'elle recule, mais que ce sont encore des thématiques qui elle recule, marquent. Mais elle est surexpressive du côté évangélique. La pratique, mais en tout cas ceux qui la pratiquent la surexpriment. Et que Trump a ces gens-là derrière lui. Oui, peut-être qu'il prêche pour des convaincus, c'est des gens qui voteraient de toute façon pour lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter, les independents. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si la thématique religieuse est peut-être moins porteuse que par le passé, il est difficile d'en mesurer l'impact. Je crois quand même que le courage physique et la scénographie de l'assassinat est quand même très porteuse. À moins Néanmoins, les élections sont encore à 5 mois. Ça, c'est pas négligeable. Moi, j'ai tendance à croire que c'est relativement définitif comme événement. Surtout quand on voit ce qu'on a en face. Bon, peut-être qu'une des chances de Biden, néanmoins, sera que pendant ce temps-là, on ne parle pas de ces changements de coups de pampers. Depuis le débat, il a encore dit 3 ou 4 énormités. Ah bon? Lesquelles? Je ne sais plus exactement, mais des trucs absolument aberrants. Il a perdu tout sens des réalités, ce pauvre. Oui. D'ailleurs, on s'étonne que sa femme et sa famille n'aient pas envie de délester ce pauvre homme du poids qu'il porte sur ses épaules. J'imagine, ne m'insultez pas, qu'il ne dirige pas l'Amérique, vu qu'il ne dirige même pas ses sphincters, mais j'espère qu'ils prennent un peu soin de lui et que le pauvre, ils le mettent dans un home où il sera bien traité. Une petite paille pour le jus le matin. Je ne sais pas quel type de médicament ou de drogue il tient, celui-là.
En tout cas, c'est une situation assez dramatique. Je le répéterai assez souvent. Le parallèle pour moi est évident entre Boris Yeltsin et Biden, deux symboles d'un effondrement. D'un empire qui vacille. Qui est au bord de l'effondrement. Oui. Ma bonne Flavie, as-tu un dernier point à aborder avant qu'on abandonne nos auditeurs? Écoutez, moi je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je pense qu'on pourra peut-être en parler ultérieurement, parce que là on voulait avoir une petite réaction comme ça à chaud, mais évidemment, comme ça c'est à chaud et que ça a 48 heures, pour l'instant, nous n'avons à commenter que l'événement lui-même, moins peut-être ses raisons ou ses conséquences. Donc nous y reviendrons.